Oui, c'est difficile de rebondir comme ça exactement. Je voudrais aborder la question de l'évolution de la perception du design et son rapport au luxe. Pendant très longtemps, les designers étaient des gens qui étaient investis d'une mission qui était d'améliorer le quotidien et de donner à tous des éléments du confort et du progrès. Petit à petit, on peut dire à partir du début des années 80, le design a beaucoup évolué. Et j'allais dire, il a évolué aussi parallèlement à l'évolution du luxe. On peut dire que jusqu'aux années 80, le luxe était effectivement un domaine réservé à une clientèle plutôt réduite, plutôt cultivée, plutôt, disons, recherchant l'exclusivité, etc. À partir du moment où le luxe est devenu un business, en quelque sorte, le design et le luxe se sont petit à petit rapprochés. Je m'explique. On peut dire qu'à partir du moment où il y a eu de globalisation du luxe avec les grands empires comme le groupe LVMH, comme le groupe PPR, comme tous les grands acteurs du domaine du luxe, eh bien, ils ont recherché un rapprochement non seulement avec l'art, dans le but, et on sait bien que et Bernard Arnault, et François Pinault, et d'autres grands acteurs du domaine du luxe sont maintenant des collectionneurs, de grands collectionneurs d'art contemporain, mais ce que l'on sait moins, c'est que petit à petit, ils se sont rapprochés aussi du domaine du design et que ça a fait évoluer le design. Il y a un nouveau mot qui est apparu il y a très peu de temps en fait, 3 ou 4 ans, qui a été inventé par les Britanniques, qui s'appelle design art. Hein? Avant on disait art and design, et maintenant il y a quelque chose qui s'appelle design art, qui veut dire que des designers, des architectes d'intérieur, tous les gens dans le domaine de la création ont une double pratique. Ça veut dire que la plupart sont des designers professionnels de formation, etc. Mais ils se sont mis petit à petit à investir une niche qui est très très proche du domaine de l'art et où on voit bien que les frontières entre l'art et le design petit à petit deviennent de plus en plus minces et même se confondent. Je pense par exemple à des gens comme Ron Arad, qui va avoir le mois prochain une grande exposition au Centre Pompidou, qui il y a quelques années a une exposition à la Fondation Cartier. C'est un designer et un architecte, et c'est quelqu'un qui fait à la fois du design de grande consommation, hein, par exemple pour les firmes de mobilier pour lesquelles il dessine, et en même temps qui fait des pièces uniques, des très petites séries, des prototypes, etc., qui sont vendus à travers des galeries et à travers les maisons de vente au niveau international. Je cite Ron Arad, mais il y en a un certain nombre d'autres. Il y a Philippe Starck, moins. Philippe Starck a toujours été quelqu'un qui a tenu à affirmer le fait qu'il travaillait pour le plus grand nombre, qu'il travaillait pour des produits qui étaient de moins en moins chers, comme par exemple sa chaise Marie ou son fauteuil Ghost, etc. Mais on peut dire que par exemple Zaha Hadid, l'architecte Zaha Hadid, elle, qui a eu pendant très longtemps une carrière relativement difficile, d'abord en tant que femme du Moyen-Orient, où la profession d'architecte n'était pas particulièrement favorisée en ce qui concernait les femmes. Et tout d'un coup, Zaha Hadid s'est mis à faire de l'objet,
à faire du mobilier, à faire des objets qu'elle produit également en très petite série ou en pièces uniques, etc. et qui passent par le même circuit des galeries de design et du marché de l'art. La semaine dernière, il y avait la FIAC. La semaine d'avant, il y a eu à Londres à la fois le Frieze, qui est donc la foire d'art contemporain londonienne annuelle, et en même temps, pour la première fois à Londres, il y avait une foire qui s'appelait London Design Art. Et dans cette foire, particulièrement réservée au design art, il y avait une trentaine de galeries, beaucoup françaises. C'est un phénomène qui est encore assez français. Des galeries françaises, des galeries belges, un tout petit nombre de galeries britanniques et américaines, donc une trentaine au total, qui toutes vendaient, proposaient et vendaient effectivement des créations de designers qui sont faites soit spécialement pour la galerie, soit qu'elles aient été faites de manière tout à fait expérimentale par les designers eux-mêmes et proposées ensuite aux galeries. On peut aussi citer deux cas qui sont tout à fait intéressants. C'est le cas de Jean Prouvé et de Charlotte Perriand, qui étaient, eux, des designers tout à fait dévolus au design pour le bien-être de tous, puisque à eux deux, ils ont fait la plupart des cités universitaires des années 40, 50, 60. Et tout d'un coup, après la mort de Jean Prouvé, Charlotte Perriand était alors déjà très âgée, les ventes se sont envolées sur leurs produits. C'est-à-dire que maintenant, les collectionneurs s'arrachent tous les chaises, les bancs, les lits de cités universitaires, les bibliothèques, etc., à des prix qui sont tout à fait exceptionnels. Par ailleurs, il faut dire que tout cela se retrouve sur le marché de l'art. Et les maisons de vente françaises, comme Arcurial, comme Tajan, Camard, etc., et Sotheby's en particulier, qui a eu une grande vente il y a 2 semaines, une vente de design exceptionnelle, toutes ces maisons se sont mises elles aussi à vendre du design et à faire des prestations uniquement sur le design contemporain, ou à tout le moins le design des années 40 à nos jours. Hein. Le reste, ce qui était jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, étant considéré comme de l'art moderne et non pas de l'art contemporain. Donc on voit bien qu'il y a une tendance de plus en plus nette d'une dérive, on pourrait dire, mais ce n'est pas péjoratif d'utiliser le mot dérive, d'une dérive du design vers le domaine de l'art. Dans le même temps, on a toujours eu des artistes qui travaillaient aussi dans le domaine du mobilier. On a des artistes qui ont fait du mobilier, fait de l'objet, etc., etc. Donc, on a pendant longtemps créé une frontière artificielle entre ces domaines, et maintenant, on a cette espèce de rapprochement qui était inévitable, mais qui s'est fait aussi sous le biais de la spéculation sur le marché de l'art. Et la spéculation sur le marché de l'art, elle ne pouvait pas échapper au design. Je vais laisser la parole à Simon, puisque on en est aux chiffres et aux... Tout de suite. Ta vraie nature. Ma vraie nature, oui, c'est ça. Très simplement, ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes qui suivent, c'est d'essayer de faire en fait le lien entre luxe et esthétique. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, pour le dire très simplement, je vais surtout utiliser une notion de l'esthétique qui me vient entre autres de Ferry, l'Homo aestheticus, ou encore on va peut-être convoquer Maffezoli pour parler du ressenti commun, encore au sens grec de aesthésis, émotion partagée. Donc c'est pas tant l'objet, moi, qui m'intéresse, mais c'est le plaisir, les émotions partagées, procurées par ça.
J'en arrive donc à la notion du luxe, parce que quand on parle du luxe, et là je cite un excellent ouvrage que je vous conseille vivement de relire, qui s'appelle donc Le luxe éternel de Lipovetsky et Liétroux, l'idée est de dire qu'en fait on ne peut pas parler de luxe sans parler finalement d'une éthique de l'esthétique. Je vais le dire autrement, beaucoup plus simplement. Ça veut tout simplement dire que le luxe est absolument une articulation de l'esthétique et de l'éthique. Des exemples très concrets, quand je parle du luxe, sans rentrer au potelage néolithique, etc., très très vite, ce qui m'intéresse quand je parle du luxe, c'est de dire que le luxe, c'est tout simplement le refus du tout économique, le refus de la nécessité. Alors, à partir de ce moment-là, si on décrit cela comme étant l'éthique du luxe, il faut que cette éthique, qui est finalement la vision du monde, il faut qu'elle soit translatée, si je peux me permettre de parler franglais, dans une esthétique, d'accord, qui va finalement montrer aux autres ce qu'est notre vision du monde. Et en cela, sachant que quelques images sont parfois beaucoup plus passionnantes qu'un discours, j'avais, si la technologie me permet, oui. Alors, par rapport à ça, on a Piper Herzig, pour ceux d'entre vous qui aiment le champagne. Quelque chose d'assez simple. L'idée, donc l'éthique, c'est Piper, c'est la marque de la nuit. Ce qui se traduit donc par le rouge n'est pas une couleur innocente, puisque je suis de la nuit. Ça, c'est mon éthique. Maintenant, il faut que cette éthique-là soit transportée, expliquée à travers une esthétique. Alors, en même temps, je convoque Jean-Paul Gaultier, qui va me faire une édition spéciale haute couture de mon champagne. Et si je pousse la métaphore jusqu'au bout, vous avez besoin de déshabiller cette bouteille, défaire les lacets, pour avoir droit au plaisir. Donc, ici, j'ai bien une éthique qui renvoie à la marque de la nuit, quelque chose qui est dans la transgression, et que l'on voit à travers une esthétique. En gros, ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, le luxe, ce n'est que l'organisation de l'esthétique, donc on va l'appeler donc une synesthésie, qui va finalement transporter mon message. Et pour aller un peu plus loin, dans le même ordre d'idées, donc on l'avait, je ne resterai pas là-dessus, juste pour parler d'une autre marque qu'on aime bien, on regarde Coco Chanel. Idem, un autre exemple, l'éthique de cette marque, c'est la femme indépendante, la femme forte, libérée du corset, des contraintes, de tous les, etc., et qui est capable de travailler, d'être indépendante. Ça, c'est l'éthique. Il faut que je véhicule ce message à travers une esthétique que l'on va retrouver purifiée dans les formes, avec des vêtements empruntés au masculin, etc. On peut rajouter un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, vous avez effectivement fait référence à Bauhaus. Ce qui est assez intéressant quand on regarde sur 1, 2, 3 exemples, voilà, à côté, on a le magasin Chanel. Et on retrouve des choses, c'est plus qu'un Corée là, complètement. Donc, on a bien quelque chose qui se reflète ici dans l'esthétique. J'ai envie de dire, pas pour conclure, mais plutôt pour lancer le débat, parce que je vois que la montre tourne aussi. Pour citer toujours notre ami Lipovetsky, le luxe aujourd'hui est rentré effectivement dans une phase qu'il appelle, lui, le luxe émotionnel. Luxe émotionnel en ce sens que c'est le présent, la jouissance, le plaisir qui prennent le pas d'un point de vue du consommateur, par l'expérience, etc. Le plus intéressant, pourquoi je le convoque, il ne s'agit pas de parler de 5 sens, c'est qu'il ajoute un 6e, il dit aujourd'hui on parle de 6 sens. Et bien entendu, il parle de la relation au temps. Donc c'est ça le 6e sens qui est très très important quand on est dans le luxe. Pour le dire beaucoup plus clairement, y compris même quand je flambe,
même quand je claque de l'argent, même quand je suis dans la montre, j'arrive à faire quelque chose qui laisse une trace importante dans la mémoire, et ce faisant, je rentre un peu dans l'éternité. Donc, vous voyez, même le présent m'amène vers l'éternité. Et au niveau des marques, on va le faire encore de manière beaucoup plus poussée. Ce qu'on appelle aujourd'hui les temples, les cathédrales. Donc, le travail des marques de luxe consiste finalement à faire cette gestion des paradoxes, qui est la gestion du présent. Aujourd'hui, c'est émotionnel, tout en convoquant les mythes fondateurs, se recréant et convoquant ses racines, son héritage. Donc on est bien dans « je m'inscris dans le temps » tout en étant dans le présent. D'où la notion de sixième sens. Et cela passe systématiquement par l'esthétique. Parce que quand on rentre dans les temples, certains d'entre vous ont dû voir sur les Champs-Élysées, y compris des marques qui généralement ne sont pas considérées comme luxe. On est rentré dans la cathédrale romaine ou la pyramide égyptienne, donc je suis bien inscrit dans l'éternité. Donc on a cet aller-retour entre les cinq sens traditionnels et le sixième sens qui est de dire je maîtrise le temps. On pourrait discuter longtemps là-dessus de cette évolution donc du luxe qu'on note typiquement à partir de la fin du XIVe siècle et qu'on rajoute avec les princes de la Renaissance. Là, on rentre dans la notion d'émotionnel, justement, et on la retrouve encore aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que je voudrais peut-être laisser l'occasion à certains d'entre vous de poser des questions, de réagir. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions? Bravo à votre concision.